Bonjour, donc je me présente, je suis Sylvie Boulanger. Je suis chercheuse associée dans 3 laboratoires de philosophie de l'art et de recherche en art, notamment sur la question de la valeur et des pratiques curatoriales et éditoriales. Et j'ai aussi créé avec Michael Woolworth les rencontres MAD, Multiple Art Days, qui auront lieu en septembre prochain à la Monnaie de Paris, après avoir eu lieu pendant 3 ans à la Maison Rouge, qui ferme malheureusement, et qui réunit une centaine d'éditeurs d'art indépendants. Et puis, je dirige le CNAI, en effet, qui est passé de Chatou, de l'île des impressionnistes à Pantin, et qui est un centre national d'art contemporain, qui a la particularité de s'installer également dans des locaux provisoires, dans des appartements privés, dans des lieux publics, dans des lieux culturels qui ne répondent pas forcément aux critères académiques de l'espace d'art, c'est-à-dire qui ne ressemblent pas forcément au White Cube, et où les œuvres ne sont pas forcément protégées en fait, par tous les attributs de l'espace d'art, du musée ou du centre d'art. On dispose, paradoxalement, puisqu'un centre d'art normalement ne dispose pas de collection, mais on dispose de 3 collections qui sont 3 collections de recherche, qui sont une collection de multiples qui ont été produits au fur et à mesure par les artistes qui le souhaitaient, qui étaient en résidence ou là pour des expositions. Une collection qu'on appelle Éphéméra, qui réunit 12 000 objets qui ne ressemblent pas à des œuvres d'art, qui ne sont pas uniques, qui ne sont pas signés, qui sont parfois faits collectivement et donc qui remettent en cause la question, les standards en fait, de ce qu'on peut nommer une œuvre d'art. Et puis la collection Yona Friedman, constituée de maquettes et de dessins, d'une centaine de maquettes et de dessins de cette architecte utopiste. Et puis nous avons une résidence d'artistes sous la forme d'une maison flottante, un bateau donc dessiné par Ronan et Erwan Bouroulek, les designers. J'ai fait un diaporama comme un Instagram, parce qu'on a l'habitude maintenant hein, de regarder, d'écouter, de faire plusieurs choses à la fois et de répondre aux mails. Donc voilà. On travaille également en partenariat scientifique avec plusieurs dizaines de musées, d'art space, d'universités et d'écoles d'art, et on expérimente beaucoup de formes collaboratives entre le public et les non-publics. Et puis, je dois vous faire un aveu, c'est qu'à chaque fois que j'ai été invitée à parler du rapport social art et public, j'ai à chaque fois divergé sur des questions d'esthétique et d'histoire de l'art. Et inversement, à chaque fois que j'ai été invitée à parler d'un sujet précis en histoire de l'art, j'ai toujours terminé en hors-sujet complet pour parler finalement des enjeux sociaux de l'art. Et donc cette présentation m'angoissait un peu car elle m'imposait de faire le point sur ces dérapages épistémologiques et j'en ai compté 5. C'est donc mon Google Map de la politique culturelle que je veux vous proposer ici, auquel j'ai donné pour titre Social Art Map, de la démocratie représentative à la démocratie directe. Étape 1, sortir du champ. L'art est en effet sans doute la seule discipline qui travaille sur ces hors-champs. En sciences, plus on est spécialisé dans un champ de recherche, plus on est spécialisé sur la nageoire gauche du poisson-lune, plus on est reconnu, plus on est admis. L'art, en fait, est une pratique qui prend sa source dans le hors-champ de l'art, c'est-à-dire aussi bien dans l'actualité sociale, technologique, scientifique ou économique, ce qui en fait une activité transgressive au regard des attendus d'une soi-disant spécialisation. L'artiste lui-même ne travaille que sur les espaces communs, les environnements sociaux, qui lui permettent de cerner les multiples situations de la vie où l'art a son rôle à jouer. Il a donc besoin du public, il a donc besoin du non-art, il a donc besoin du non-visiteur. On aurait donc tort d'envisager l'art comme un domaine de recherche qui pourrait être vulgarisé. La question est moins de savoir si le savoir artistique doit être transmis que de poser l'acte artistique comme un acte émancipateur qui ne peut se transmettre, mais qui doit s'autoriser. Le développement social de l'art passe donc par des actes d'autorisation. En réponse au « je n'y connais rien, l'art ce n'est pas pour moi », il s'agit de rappeler que dans un cadre de culture démocratique, c'est un droit de pouvoir prendre l'initiative à chacun de décider d'exercer ce droit. C'est pourquoi, à l'heure de Facebook, nous avons développé Iconotext, une plateforme numérique pour expérimenter la relation texte-image, éditer et publier des livres, parfois en 2 heures, des expositions et des films.
Iconotext permet à tous de s'exercer à la pensée critique de l'image. La mise en page est modélisée par des artistes et via un lien avec le site Lulu de Print on Demand, chaque participant de 7 à 77 ans reçoit ensuite chez lui le livre ou l'exposition Print. Il découvre ainsi que chaque jour, il est son propre éditeur avec les réseaux sociaux et les outils qu'il a dans ses poches. Nous avons par exemple réécrit avec tout un quartier les dialogues de La Jetée de Chris Marker, ainsi que les sous-titres du Bon, la Brute et le Truand. Ainsi, l'art est une langue, et commencer à résoudre la question de la transmission dans l'art, c'est sans doute partir du postulat que l'art étant une langue, l'objet d'art se transforme. Il est en soi objet communicant. Il faut sortir de l'idée de l'objet d'art intègre. Le mot d'ordre « il faut transmettre l'art » a occasionné des dérives jusqu'aux expositions démagogiques, mais il a finalement été pris à revers par le mot de passe « il faut transformer l'art ensemble », ce qui signifie autoriser chacun à contribuer à l'élaboration de la culture de sa propre époque. Étape numéro 2, tourner tout droit. Pourquoi m'apparaît-il alors que la pratique artistique est encore plus essentielle que la pratique de la physique quantique ou celle de la philosophie? Quel est donc cet enjeu artistique qui me détourne malgré moi de l'histoire de l'objet d'art et même de sa valeur pour me préoccuper des valeurs induites par l'art? En d'autres termes, à quel jeu invitons-nous le public lorsqu'on le convie dans une exposition ou dans un workshop? Nous ne pouvons pas demander éternellement aux autres d'être subjugués par l'œuvre, c'est-à-dire étymologiquement réduit en suggestion par une force militaire. Alors même que l'art, nous le constatons dans nos métiers, est un acte émancipateur, individuant, un acte existentiel. C'est cette expérience qu'en retire l'artiste et par conséquent, c'est cette expérience, celle de l'artiste, et non l'objet, que nous voulons transmettre. Ce déplacement critique, ce rapport singulier élargi au réel. Poser la question de l'expérience, c'est faire un tri alors dans les attendus et les malentendus. Certains consomment des œuvres, mais on ne consomme pas l'art. Même quand on achète une œuvre, on achète le temps de voir l'œuvre, d'en faire l'expérience et les effets qu'on peut en attendre sur notre perception du réel, c'est-à-dire sur tout ce qui touche nos sens. Ce que l'on attend du public jour après jour, exposition après exposition, ce n'est donc pas un acte de consommation, ce serait plutôt un acte de consommation. On ne lui demande pas de faire l'exposition Matisse, comme Bourdieu dénonçait les voyageurs qui font l'Italie. Ce n'est pas non plus la simple acquisition d'un savoir qui est en jeu, ce qui serait le cas d'une recherche universitaire. C'est l'expérience même de la responsabilité culturelle partagée. On pourrait d'ailleurs imaginer que la frontière qui sépare les actions publiques et les actions marchandes dans l'art ne passe plus du tout entre le privé et le public, mais entre ceux qui ont pour objectif le profit, du pouvoir ou de l'argent, et ceux qui ont pour objectif l'expérience. Il y a sans doute maintenant autant de galeries, de collectionneurs, de conservateurs et d'artistes dans les deux camps. En quelque sorte, on pourrait dire que ce que souhaitent transmettre les artistes, c'est moins l'objet que l'expérience artistique elle-même. C'est ce qui nous a motivés depuis l'année 2000 pour constituer cette collection éphéméra, constituée d'œuvres donc non signées, non uniques, réalisées à plusieurs, et qui pose la question du partage d'autorité, car elles sont réalisées la plupart du temps en collaboration et par des auteurs de disciplines très variées et très souvent également éloignées de l'art, des artistes, des scientifiques, des techniciens. Des œuvres qui sont considérées comme telles par les artistes, mais qui prennent la forme de livres, de disques, de flyers, d'objets fonctionnels comme un plateau ou des gants ou comme un repas. Cette collection est un outil de recherche qui met en cause les critères académiques de l'œuvre d'art, lequel doit nécessairement encore être clairement un objet unique, signé et évaluable. Or, les artistes, depuis les années 60, pensent la diffusion comme un acte critique et veulent sortir de cette définition qui n'a plus de rapport avec les avancées technologiques et sociales actuelles. Les œuvres en réseau, les œuvres publiées, les œuvres sonores, performatives, urbaines ou industrielles ne fixent pas la valeur ajoutée. Elles la dispersent. C'est pourquoi nous préférons les collectionneurs qui achètent le billet plutôt que ceux qui achètent l'avion. Étape numéro 3, faire demi-tour et encore demi-tour. Passer de la transmission d'un savoir à l'autorisation d'une expérience représente dans nos métiers un déplacement déterminant.
Mais encore faut-il réussir à intégrer le visiteur dans l'opération artistique, comme nous le montrait si bien Alistair. Le risque de toute médiation est en effet de se refermer sur une interprétation univoque et donc de rejeter le visiteur hors de sa position d'auteur-interprète. C'est une erreur de penser l'action de transmettre comme une opération en ligne avec un transmetteur et un récepteur. L'opération est en boucle, comme dans une courroie de transmission. Tous les parents le savent, même s'ils ne se l'avouent pas, on est transformé soi-même en transmettant. Pour nous, opérateurs de cette courroie de transmission, la peur existe d'exclure le visiteur de l'expérience artistique par une médiation contre-productive qui le rejetterait hors de la surface artistique. Efforçons-nous de sortir d'une géographie excluante où l'on considère l'artiste au centre et les visiteurs à la marge, ou l'inverse, dans le cadre des programmes démagogiques, on considère le public au centre et l'artiste comme animateur. La lecture de l'art, sa transformation, son amplification, sa traduction, quand on exprime des enjeux communs, se situe sur le même plan que la création. Il faudrait donc créer un droit de lecture aux côtés du droit d'auteur. Étape numéro 4, continuer encore. Nous n'allons pas continuer d'additionner des modèles existants où les uns, produire des œuvres, seraient valorisés ou diffusés par les autres, des expos, des médiations, des workshops, des publications, des ventes, des médiations. Il s'agit donc de faire en sorte que l'œuvre s'expose au risque d'être transformée, qu'elle s'expose sur une surface commune, dans le contexte d'un écosystème, d'un milieu au sens organique, pour reprendre les termes de Simondon. Et pour résoudre l'ambiguïté d'un contexte artistique en crise qui tarde à s'adapter aux mutations contemporaines, les stratégies artistiques des artistes eux-mêmes s'ajustent à l'actualité des systèmes de distribution. Les œuvres deviennent fluides, elles proviennent d'échanges en réseau, elles sont augmentées, elles s'ouvrent à des nouvelles sources exogènes, elles sont transitives, elles sont nomades, elles mixent la création, la citation, l'interprétation. Aux dernières rencontres de MAD, on a remarqué que 80% des œuvres réalisées par les artistes étaient conçues pratiquement collectivement sur la base de sources tirées d'Internet. Faut-il en conclure que la création prend une forme transmissible et démocratique, sans doute pas plus qu'auparavant, mais plutôt que le champ artistique s'élargit lui-même vers de nouvelles formes hybrides et dynamiques, des actes artistiques qu'on pourrait dire dérivés, mis en œuvre par des auteurs plus ou moins variés, intégrant les visiteurs, et qui jouent à tour de rôle, dispersent le droit d'auteur et déforment le mythe académique de l'objet unique. Quand Yona Friedman, pour arriver à l'étape numéro 5, a quitté sa galerie, qui était la galerie Kamel Menour à Paris, il a donné sans me prévenir notre adresse au camion, au Smirmorgue de 2 tonnes, qui devait lui rapporter une centaine d'œuvres, des maquettes, des dessins, des collages. Et quand j'ai voulu refuser la donation au profit de Pompidou ou du musée d'art moderne, il m'a dit non, j'ai bien réfléchi. Je vous donne cette donation car au CNAI, les visiteurs font quelque chose de ce qu'ils voient. Ce qui était une définition extrêmement synthétique, comme il en a d'habitude, de ce qu'on peut imaginer le développement social de l'art. Il faisait allusion au fait que pour nous, l'exposition n'est absolument pas l'objectif, n'est pas une fin en soi, mais une surface riche en interaction avec le hors-champ de l'art, les sciences, la gastronomie, les enjeux sociaux, l'économie, l'architecture. Et avec des dizaines d'artistes, nous créons le programme Habiter l'exposition, en parallèle de l'exposition, qui permet de vivre dans l'exposition avec des publics très variés. Pour chaque exposition, nous organisons une trentaine de workshops, opérations, projets, conférences, concerts, livres, iconotextes en direct où on fabrique chacun son livre. Pour exemple, nous avons monté Le Collectionneur, un projet qui s'appelle Le Collectionneur, car nous pensons qu'il n'y a pas quand même de meilleure manière de regarder une œuvre que de rentrer dans une exposition et de se demander laquelle je peux prendre chez moi, laquelle je peux emporter chez moi. Donc on a créé ce programme, Le Collectionneur, qui permet à chacun d'emporter non pas une œuvre, mais plusieurs œuvres pour faire une exposition chez soi, ou à son bureau, ou même à l'hôpital, et qui
en fait, est en lien avec l'artiste. Les artistes ont joué le jeu. Il y a une quarantaine d'artistes qui ont écrit des protocoles très drôles la plupart du temps et très intéressants, qui parlent aux emprunteurs, qui leur racontent ce qu'est l'œuvre et qui leur demandent quelque chose en échange. Un acte, une action, une performance, une photographie, d'organiser un vernissage avec leurs voisins, etc. Nous montons également le musée populaire, c'est-à-dire le musée sans bâtiment de Yona Friedman, qui est une structure réalisée en cerceau, dont vous avez vu des prototypes dans les images. Donc une structure échelle 1 qui va avoir la grandeur d'un musée, mais qui est entièrement ouvert, sans mur, sans vitrine, et qui va nous permettre d'organiser à longueur d'année des projets avec les habitants et les associations locales. Nous montons ce musée populaire grâce à la fondation FNAGP, et il sera dans les friches du quartier des Quatre Chemins à Pantin. Nous pourrons donc continuer à organiser des banquets, par exemple, avec Fabien Vallos, qui est un philosophe et un grand chef, sur des thèmes à chaque fois artistiques et philosophiques. Nous organisons aussi des parcours métiers qui nous permettent d'aller visiter en fait, les autres expositions dans les musées, notamment au musée du Louvre, mais non pas avec des médiateurs, non pas avec des curateurs, mais par exemple avec l'administrateur. Nous organisons des dîners en famille qui sont télévisés, retransmis à la télévision. Ce sont des projets de Jeff Gaze, des artistes de Jeff Gaze et aussi de Ben Kidman. Nous organisons des 10 séminaires entre ennemis. Nous invitons des ennemis, des groupes considérés comme ennemis, pour, avec des artistes, organiser des séminaires de 2 ou 3 jours. Des fabriques d'habitation, par exemple récemment avec Alison Knowles à partir du poème The House of Dust. Autant de contextes qui nous permettent de créer ces milieux organiques instables où se croisent des acteurs de niveaux et de domaines variés d'implication culturelle, et l'on ne distingue plus le visiteur du professionnel de l'art et du professionnel d'autres disciplines. Enfin, pour conclure, je voulais dire que l'art n'est pas un monde à part. Ça n'est pas une voie de compensation du réel. L'art témoigne de notre monde en proposant que tous se confrontent avec des situations inconnues, des objets, des sons qui ne sont que sensibles, des sortes de masques de ce que sont en fait les artistes. On offre des contextes de plus en plus rares et précieux, surtout à l'âge adulte, où l'on force l'écoute, le regard, les sens, où l'on apprivoise les nouveaux réels et l'élargissement de la réalité. Je voulais dire aussi que l'art n'est pas abscon. L'art, notamment l'art contemporain, est déroutant. Il met le familier dans une nouvelle perspective et en tant que tel, il contribue à de nouvelles idées, au démantèlement des préjugés, à la découverte de sa propre culture, individuelle et commune. Et que l'incompréhension est rarement d'ordre intellectuel, on s'en rend compte, souvent d'ordre politique. Selon nous, l'art n'est pas abscon, c'est un laboratoire de changement social. La créativité, la liberté de penser et d'agir qui caractérisent les artistes créent des situations qui peuvent devenir des modèles sociaux où l'œuvre elle-même a un pouvoir communicant. Vous avez vu passer l'affiche de la citation de Flaubert, « Tout ce qu'on invente est vrai, sois-en sûr ». Flaubert écrivait à Louise Collet en 1853. Si un mot de passe était à transmettre au public, ce serait cela. Dans les expositions, vous êtes ici dans votre réalité. Merci.